Cette histoire commence à Paris, en 2001. À l'époque, je veux faire un portrait de Fidel Castro. Demande officielle auprès de l'ambassade cubaine. Les Cubains exigent des garanties politiques. Résultat, plus d'1 an d'attente. Une fois à La Havane, tout va bien quand on filme comme des touristes. Tout va bien aussi quand on s'entretient avec des témoins triés sur le volet par le parti. Mais quand nous choisissons nos propres témoins, sans passer par nos intermédiaires habituels, alors on nous fait comprendre que nous sommes devenus indésirables. C'est donc ailleurs que nous ferons ce film. Avec les anciens compagnons de Castro réfugiés à Miami, Porto Rico, Madrid ou Paris. Conséquence, un film critique qui déplaît au régime. Paris, 12 ans plus tard. Même scénario, destination Cuba. Sauf que cette fois-ci, impossible pour moi d'y aller. C'est d'autres réalisateurs qui prennent le relais. Pour obtenir un visa, ils ont évité de préciser que c'est pour dresser l'état de santé de la démocratie à Cuba, avant les élections. Ils ont proposé un projet sur la route de la Révolution. Et au lieu d'un visa de journaliste, ils ont obtenu un visa cinéma. Situation bizarre que de venir ici, à Orly, pour accompagner des équipes et faire demi-tour pour rentrer chez moi. Mais après tout, n'est-ce pas le signe même que d'un point de vue démocratique, la situation n'a pas beaucoup évolué à Cuba? N'anticipons pas, nous verrons. Mais quoi qu'il en soit, comme il y a 12 ans, si c'est le cas, nous ferons ailleurs ce que les Castro nous interdisent de faire à Cuba. Et dans ce cas, eh bien, je vous retrouverai ici ou ailleurs avec d'autres invités libres de leurs paroles pour faire le point le plus complet possible sur l'île. Bon voyage donc, et à tout à l'heure. Finalement, c'est bon, nous volons vers Cuba. La mission pour ce carnet de route, déterminer si Cuba a bougé depuis que Fidel Castro, 86 ans, a remis les rênes du pouvoir à son frère Raúl, 82 ans. Deviner aussi si Cuba devra attendre la mort des frères Castro pour tourner la page. Nous atterrissons en Oriente, la Cuba la plus noire, la plus caraïbe. Et précisément à Santiago, la deuxième plus grande ville du pays, située à 1000 km à l'est de La Havane, la capitale. C'est ici, à Santiago de Cuba, que commence la route de la Révolution. Ici, à la Moncada. 60 ans plus tôt, la Moncada, c'était une caserne. Elle abritait les troupes de Batista, l'homme fort de Cuba, avant le putsch de Castro. Aujourd'hui, c'est une école. Visite guidée pour les petits pionniers, la classe biberon du Parti communiste.
Propagande ou réalité, toujours est-il que le 26 juillet 1953, Fidel et Raúl Castro, accompagnés de 65 hommes, donnent l'assaut à la caserne. À l'intérieur, 1000 soldats leur résistent. C'est un carnage. Fidel est fait prisonnier. Sur le plan militaire, l'opération est un fiasco. Et sur le plan politique, une légende vient de naître. Moi, je suis très fière que notre patrie soit libre, grâce à tous ceux qui lui ont sacrifié leur vie. Mieux on connaît l'histoire, mieux on défend sa patrie. Parce que quand on la connaît, quand on connaît les événements, personne ne peut raconter des bobards sur ce qui s'est vraiment passé. On sait que ça s'est passé comme ça. Et pourtant, la machine à nourrir la légende tourne à plein. Un pacte de balles refait avec soin. Portrait des militants morts pendant l'assaut. Arrestation et procès des Castro. Guérilla dans la Sierra Maestra. Et enfin, la victoire finale contre Batista. Cuando se busca el principal protagonista del proceso revolucionario cubano, lo encontramos en el pueblo, porque el pueblo fue ese protagonista. El pueblo protegió a los moncadistas después de la acción del Moncada. El pueblo se incorporó a las fuerzas rebeldes y estuvo en las ciudades y en las montañas peleando contra la dictadura militar. Ces petits pionniers prêts à reprendre le flambeau, c'est la réalité cubaine, comme Buena Vista Social Club ou les fonctionnaires, 85% de la population active. Mais Cuba, aujourd'hui, c'est aussi un pays qui se réveille lentement d'un long sommeil. Certains anticipent les réformes et exercent déjà une deuxième activité. C'est le cas de ces musiciens de rue, par exemple. D'autres font les placards chez eux pour vendre tout et n'importe quoi. Dans 3 ans, des centaines de milliers de fonctionnaires seront reconvertis dans le privé, le secteur non étatique, comme on l'appelle pudiquement ici. Pour Joyker, le coiffeur, c'est déjà fait. Pour chaque peso que je faisais gagner au salon de l'État, je recevais 10 centimes. Alors du coup, tu passes un mois à travailler, jusqu'à 8 heures du soir, et tu finis avec un tout petit salaire. Vraiment tout petit. Joyker gagnait 13 € par mois, le salaire moyen à Cuba. Alors forcément, quand en 2011, le régime autorise l'ouverture des petits commerces, Joyker ouvre un salon privé. La mesure concerne 178 activités privées, les cuenta propistas, traduction « à mon compte ». Cela va du réparateur de portables au vendeur de DVD, en passant par le réparateur d'ustensiles ménagers. En gros, l'ancien travail au noir. De nombreux professionnels, même de haut niveau, comme des médecins, des avocats, des ingénieurs, qui touchaient des salaires d'État, ont abandonné leur carrière pour travailler à leur compte. Ils sont devenus coiffeurs ou remplisseurs de briquets. Oui, d'autres ont ouvert un restaurant. La restauration rapporte beaucoup. Les Cubains adorent manger. Chez Joyker, la coupe coûte 20 cucs, 15 €, plus d'1 mois de salaire de fonctionnaire. Cher, très cher, mais pas suffisant pour ouvrir sa propre boutique. Faute de moyens, Joyker ouvre alors son salon dans la maison de sa grand-mère. En contrepartie, il lui paie ses travaux. Ici, on a réuni la cuisine et la salle à manger. La seule partie finie de la maison pour l'instant.
Mon petit-fils se donne du mal pour les travaux et grâce à Dieu, il fait ça bien. C'est dans un état désastreux. Regardez, ça s'est effondré 5 fois. Non, 6 fois. Un jour, en descendant les escaliers, les briques ont commencé à tomber derrière moi. J'ai dû courir pour échapper à la mort. On va bien finir par s'en sortir. Tenez, aujourd'hui par exemple, nous avons trouvé du carrelage. Malgré les difficultés, on améliore peu à peu notre situation. Actualisation du modèle cubain, c'est le nom de code que le système a donné aux réformes en cours. On y arrive, on avance. Ils sont en train de se rendre compte qu'il faut des changements dans ce pays. Le monde change. Nous aussi, il faut qu'on change. Nous faisons partie de ce monde. Nous ne pouvons plus rester arriérés. On est vraiment arriérés. Les jeunes veulent un futur. Ils veulent vivre mieux, posséder, profiter, acquérir. Comme tous les jeunes, pouvoir s'habiller mieux, être plus mode, avoir une petite voiture. Nous avons beaucoup d'envie et on avance peu à peu dans la bonne direction. 130 000 fonctionnaires ont déjà été licenciés en 2011. Et pour 2015, le secteur non étatique doit représenter 35% de l'économie cubaine. À condition bien sûr de changer les mentalités, a prévenu Raúl Castro. Pour prendre conscience du défi, nous sommes allés dans un salon étatique. Ici, une coupe couleur soin et un brushing coûtent 40 pesos, 1 euro, 15 fois moins cher que chez Joyker. Dans ce salon, tout appartient à l'État. Les locaux, les machines, les produits et même les coiffeuses, puisqu'elles sont toutes fonctionnaires, comme c'est le cas pour Milagro. J'ai 40 ans de métier dans ce salon. J'ai été décorée de la médaille de l'avant-garde nationale par le Conseil d'État. J'ai été professeure de coiffure et j'adore mon métier. J'aime ce travail. Je ne compte pas mes heures. Milagro est une espèce menacée, car les caisses de l'État sont vides. Signe de la crise, en moins de 3 ans, c'est presque 1,5 million de fonctionnaires qui se sont retrouvés sur le carreau. Ici, ça va rester étatique ou vous allez devenir cuentapropistas? Jusqu'à présent, nous restons étatiques, pas cuentapropistas. Et dans le futur? Eh bien... On verra. Nous espérons que le salon restera étatique, que cela se maintiendra. Ah bon, et pourquoi? Parce que c'est l'Institut de beauté de Santiago et on espère que ça restera comme ça. Pas sûr que les souhaits de Nancy soient exaucés. Vous vous souvenez que dans le salon de Joyker, on paie en cuc, alors que dans le salon étatique de Milagro, on règle en pesos. D'un côté, donc, le peso. Il ne vaut rien. C'est pourquoi on paie les fonctionnaires en pesos. Le peso ne donne accès qu'aux produits de première nécessité, un peu de riz, un peu de café, délivré sur présentation de la fameuse libreta, le carnet de rationnement. De l'autre, il y a le cuc. 2 catégories de Cubains ont accès au cuc. Ceux qui font commerce avec les touristes et ceux qui reçoivent de l'argent de l'étranger. Seuls ceux-là ont accès aux boutiques où l'on achète les shampoings, poussettes et autres sacs à main qu'on ne trouve pas dans les boutiques où l'on paie en pesos. Départ pour El Cobre, à une 50aine de kilomètres de Santiago. Au Cobre, il y a quelques mois,
Benoît XVI est venu se recueillir pour le 400e anniversaire de l'apparition de la Vierge, sainte patronne de l'île. Un événement exceptionnel dans ce pays où la Révolution et l'Église ont longtemps entretenu des rapports plus que tendus. Quand nous arrivons au Cobre, ce n'est pas la ferveur religieuse qui saute aux yeux. Ce qui saute aux yeux, c'est une ambiance de kermesse colorée. À Cuba, la Vierge a l'esprit large quand il faut arrondir les fins de mois. Aujourd'hui, la majorité des gens vivent de l'artisanat. Dans chaque maison, on trouve un ado qui a déjà appris à sculpter avec un petit couteau. C'est comme ça. Mais quand le parti organise une distribution d'alcool, la kermesse Bon Enfant tourne un peu à la foire d'empoigne. Très vite, la police intervient. Elle vérifie nos papiers et nous les rend à condition de ne plus filmer, trop sensibles. Ces images pourraient abîmer la réputation de Cuba à l'étranger. Cela ne fait que 4 ans que le régime a de nouveau autorisé cette procession. Une renaissance après des dizaines d'années de répression. Certes, les messes sont toujours surveillées, mais le discours a changé. L'Église et la patrie ne font qu'un, comme le prouve ce drapeau cubain en tête de procession. Aujourd'hui, même les prêtres entonnent l'hymne national sur le parvis de l'église. Le climat est devenu si serein que le père Armando est même prêt à annoncer des lendemains qui chantent. Pour l'église cette fois. Cela a permis à l'église de rompre avec une certaine forme d'inertie, une certaine peur qui l'empêchait de mener à bien sa mission d'évangélisation. Alors, fini l'époque où la formule de Marx, religion, opium du peuple, tenait lieu de doctrine à Cuba ? Pour moi, l'église n'est pas une drogue qui assoupit. Au contraire, c'est une sœur, une mère, une amie qui nous élève, qui stimule notre réflexion et mène notre pensée du Christ à l'humanité. Et jusqu'aux valeurs humaines qui nous enrichissent et nous constituent en tant que peuple. Il y a eu une époque où les croyants avaient des difficultés à vivre leur foi. Les églises étaient vides. Il y avait très peu de gens, aucun jeune. Aujourd'hui, on peut voir la différence. Les églises cubaines sont ouvertes à tous. Elles sont pleines. Notamment, beaucoup de jeunes assistent à la messe. Et ça, c'est le plus beau. Mais quelle sera la réaction du régime si l'Église devient trop puissante ? Le père Armando ne nous dira rien là-dessus. Comme chacun à Cuba, il sait quand il faut se taire, aujourd'hui encore.
Le lendemain matin, direction la Sierra Maestra. La Sierra Maestra, c'est un peu comme le Vercors pour la résistance française pendant l'occupation. C'est dans la Sierra Maestra que s'est construite la légende du régime. Un massif montagneux inexpugnable aux mains d'une poignée de rebelles à partir de 1957. À coups de promesses d'éducation et d'égalité, les Barbudos ont gagné les cœurs des paysans pauvres. Armés de fusils d'opérette, ils ont tenu tête aux troupes de Batista. C'est d'ici que les colonnes de Camillo, d'Uche et d'Hubert Matos sont partis pour prendre Santiago de Cuba, puis la Havane. Presque 60 ans plus tard, que reste-t-il de cette histoire ? Pour nous répondre, le parti a désigné Maria. Elle travaille au musée de Guisa. Nous sommes dimanche, c'est son jour de repos, mais elle n'a pas le choix. Elle doit nous accompagner. Nous nous trouvons sur un site très emblématique pour l'histoire de ce pays. Les restes de 3 soldats ont été enterrés ici par notre commandant en chef Fidel, ce qui donne à ce village et à tous ceux qui le visitent une touche d'amour pour la liberté et pour les rêves que nous entretenons tous. Déjeuner avec Maria. L'ambiance se réchauffe. Maria commence à se détendre et à en faire un peu plus que le minimum syndical. Première petite récompense pour bonne conduite. Je vous présente Armelio Morena, qui a participé à la bataille de Guisa, un des combattants les plus importants d'après ce qu'a écrit Fidel lui-même dans plusieurs de ses livres. Ici, c'était un village très pauvre. Personne n'avait rien. Pas un enfant n'allait à l'école parce qu'il n'y avait pas d'école. La Révolution a forgé ce peuple, l'a éduqué, nous a énormément appris. Tu vois cette photo-là? C'est moi quand j'avais 26 ans. Pour service rendu, la Révolution a offert une maison à Armelio, avec une courette pour élever quelques poules et engraisser un cochon. Du luxe pour cet homme qui n'a rien oublié, ni son enfance pauvre, ni les travaux des champs payés 1 peso la journée. Regarde, jette un coup d'œil à ce livre. Un homme fier de son histoire et qui la savoure dans ce livre où Fidel Castro en personne célèbre sa bravoure. Armelio, l'analphabète de la Sierra, finit sa carrière de colonel avec une retraite de 400 pesos, plus que le salaire de Maria. C'est le prix d'un héros de la Sierra Maestra. Et pourtant, même ici, quand on nous a vu parler avec Armelio, un voisin a appelé la police. On s'est retrouvés au poste pour une énième vérification des papiers. Maria a laissé sa carte d'identité. Ma directrice arrangera ça, nous a-t-elle assuré. Et elle nous a invités à venir boire un café chez elle. Je viens d'une famille de paysans. Mon père et ma mère étaient ouvriers agricoles. Ils travaillaient dans les champs. Une famille de 7 enfants, 8 avec moi. Ça a été très dur financièrement, car nous sommes presque tous nés avant le triomphe de la Révolution. Maria est la seule à être allée à l'école. Elle a même obtenu un doctorat d'histoire. Mais elle a dû attendre l'âge de 38 ans pour quitter le domicile familial et pour pouvoir acheter sa propre maison. Avec l'aide de l'État, bien sûr. Tout cela m'a bien pris 2 ans. Parce que tout est très lent.
soit parce qu'on ne te donne pas les matériaux, soit parce que tu n'as pas d'argent pour payer le maçon. Une fois la caméra éteinte, Maria se laisse aller et raconte. Le manque d'argent, les chutes de tissu récupérées afin de faire des tapis vendus pour 3 fois rien, sa tristesse de ne rien pouvoir acheter à son fils et son espoir d'avoir un jour l'eau courante à la maison. Dans la Sierra Maestra, dur parfois de défendre le système, même pour ceux qui lui doivent tout. Prochaine étape, Camagüey. Ces derniers jours, on a fermé ici 3 écoles pour héberger les malades de la dengue. Il y a même du choléra. Alors, à l'entrée de la ville, les militaires ont sorti les grands moyens. Camagüey est une zone cruciale. C'est ici qu'en 2007, Raúl Castro a déclaré la guerre aux marabouts, un épineux qui envahit les terres laissées à l'abandon. Résultat, l'île importe 80% de son alimentation. Alors en 2009, l'État donne des terres agricoles en usufruit à plus de 100 000 fonctionnaires. C'est le cas de Rubén, 52 ans. J'ai fait de la gestion toute ma vie, depuis que j'ai commencé à travailler. J'ai terminé mes études à 22 ans, puis j'ai été envoyé en Angola pendant 2 ans. Et au retour, j'ai été engagé comme superviseur dans une usine de conserve. Cette vieille guimbarde, c'est le péché mignon de Rubén. Elle lui a coûté 600 €, 4 ans de salaire de fonctionnaire. S'il était resté dans le public, jamais il n'aurait pu se la payer. Rubén élève des porcs et cultive de la goyave. 18 mois qu'il fait ça. Nous sommes dans un pays très agricole. Il faut retourner à la terre, exploiter cette richesse que nous possédons. C'est Rubiel, son fils aîné, qui est à l'origine du changement. C'est lui qui, à 26 ans, aussitôt sa licence de comptabilité en poche, obtient des terres et convainc son père de le suivre. Le travail ici est vraiment très difficile. Le soleil, la chaleur, vraiment très difficile. Mais sur un plan financier, si je compare avec mes camarades de fac, eh bien je gagne en 1 mois ce qu'ils gagnent en 1 an. Les réformes permettent à Rubén d'employer des journaliers et même de fixer leur salaire. En terre socialiste, c'est un tournant. À Cuba, c'est une grande révolution. Je considère que tout ça va dans le bon sens, même s'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut revoir certaines choses, même dans ce qui s'est fait dernièrement. Vérifier ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Car dans tout changement, il y a des évolutions qui ne vont pas assez loin. En tout cas, de mon point de vue. Quelles évolutions ? Rubén ne le dira pas. Tous ne s'en sortent pas aussi bien que Rubén. Alexei, son voisin, a 34 ans. Avant, il travaillait comme commis dans un magasin d'État. Cet endroit n'était qu'une grande friche de buissons épineux. Il n'y avait pas de clôture, rien. La maison a souffert de dégâts à cause du cyclone Eli de 2008. Notre installation ici a été assez difficile. Sans formation ni aide financière, ce fils de paysan qui a toujours vécu en ville peine tous les jours pour s'en sortir.
Ici, il nous faut encore améliorer nos conditions de vie et augmenter la production pour espérer parvenir à une situation satisfaisante. Ou, pour le dire mieux, une situation qui réponde aux espérances que nous avions quand nous avons décidé de quitter la ville. Nous manquons de tout. Ce n'est un secret pour personne. Même si l'État fait ce qu'il peut. Mais bon, c'est à nous de faire face. Alexei et sa femme viennent juste de rentrer chez eux. Tous deux avaient attrapé la dengue, alors que le régime avait affirmé l'épidémie jugulée. Le lendemain matin, à Camagüey. Cette fois, c'est moi qui ne vais pas bien. Troubles digestifs, fièvre, évanouissement. Avec la dengue qui rôde tout près et le choléra pas très loin, pas le choix, direction l'hôpital. Au départ, pas d'inquiétude. Du film de Michael Moore au lieu commun répandu sur Cuba, on nous a tellement vanté les mérites du modèle de santé cubain qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. Sauf quand on interdit aux caméramans de filmer mon admission, que je découvre l'état des toilettes et qu'autour de moi, les gens meurent aux urgences. Je comprends mieux alors pourquoi la censure. À cause d'images comme celle-ci, trouvées sur Internet. Elles ressemblent à ce que j'ai vu à Camagüey avant que l'on me conduise dans une chambre réservée aux étrangers. Des locaux déplorables, des murs couverts de moisissures et les urgences installées dans une salle crasseuse. Les médecins, compétents mais démunis, s'excusent pour le dénuement. Pas de médicaments contre les vomissements et en guise de perfusion, de l'eau salée. On décide quand même de continuer le film. Le lendemain, l'équipe prend la route, sans moi. Je les rejoindrai quand je serai retapée. Comme Ariel, notre fixeur, je suis embarrassé de laisser la réalisatrice dans cet endroit. Mais à aucun moment, on imagine que ça pourrait mal tourner. Alors on tourne. Camagüey, c'est le cœur de la canne à sucre, avec d'immenses exploitations qui appartiennent à la mythologie cubaine. Dans les années 60, elles étaient censées prouver au monde que la société socialiste était plus efficace que le capitalisme. Depuis que l'Union soviétique n'est plus là pour acheter le sucre, que sont devenues ces exploitations? Et les paysans, les ouvriers, où sont-ils passés? Ariel avait tout arrangé pour obtenir les autorisations de tournage à la centrale sucrière. On avait juste oublié de lui dire que l'usine était fermée depuis 2007. Résultat, ces images d'une ville fantôme. On nous lâche pourtant que l'État a investi 16 millions de dollars pour relancer l'usine. Si c'est vrai, où sont-ils passés? Impossible de comprendre pourquoi les autorités nous ont dirigés sur ce site. Les autres usines sont-elles encore moins présentables? Mystère. Sur la route de la Révolution, Santa Clara est un cas à part. C'est la ville du Che. Il l'a conquise, dit-on ici, avec 300 hommes, contre plus de 3000 du côté de Batista. Il y est inhumé depuis 1997. Autour de son mausolée, chaque jour, les petits marchands font leur miel de la réputation du héros adulé par une foule d'admirateurs venus du monde entier. Comme ce jeune Vénézuélien.
Le Che représente pour nous une avancée sur le chemin de la grandeur, un chemin que nous suivons derrière notre commandant Chavez. Nous, tous les jeunes, nous voulons l'égalité des peuples et nous luttons contre l'impérialisme. Là, c'est David, un marin venu d'Australie, plus guévariste que Guevara lui-même. Venir à Cuba, c'était le rêve de ma vie. C'est génial ici. Aucune publicité, pas de Coca-Cola, pas de McDonald's. Des gens aimables, de la culture, de l'art. C'est magnifique. Le Che était un grand humaniste socialiste. Et Fidel a du cœur. Du cœur. Les capitalistes sont en train de dévorer le monde. La machine de guerre capitaliste dévore le monde. Et je ne veux pas que la planète soit détruite par le capitalisme. Merci. Normal, après tout, de recueillir ici de tels propos. C'est comme ça dans toutes les villes saintes, alors pourquoi pas à Santa Clara? Mais quand les autocars sont repartis, que se passe-t-il? Pour le savoir, nous fouillons Internet et voici ce que nous trouvons. La scène se passe pas loin de Santa Clara, en février 2012. Ces 7 militantes appartiennent au groupe Rosa Parks, mouvement de femmes pour les libertés civiles. Elles exigent la libération de l'une des leurs, emprisonnée de façon arbitraire d'après elles. Elles semblent assez inoffensives, et pourtant les agents en civil surveillent la scène de près. Et comme ils ne veulent pas que l'arrestation soit filmée, on assiste alors à cette scène burlesque. 2 agents qui tentent désespérément de cacher l'intervention en tendant une couverture devant l'objectif. L'histoire ne dit pas ce que sont devenues ces jeunes femmes. Mais que cette scène se passe à Santa Clara, où la légende du Che est née, là où vient se nourrir le culte de la jeunesse du monde entier, c'est tellement absurde que nous vient alors une idée. Interroger la même génération, mais cubaine cette fois, et qui, elle, a grandi dans le monde créé par le Che. Le Mejunje, le mélange, c'est le rendez-vous de la jeunesse de Santa Clara. Première surprise avec ce couple de lesbiennes qui s'affiche sans tabou. Je me sens plus libre qu'avant. Ici, c'est un lieu respectueux des différences. Nous pouvons venir avec nos amis et être heureuses. Le regard des gens a changé. Maintenant, nous pouvons sortir. Avant, il y a quelques années, si on te voyait avec ton ami, en tout cas pour ce qui est des filles, la famille te critiquait, on te jugeait mal. Aujourd'hui, ça a un peu changé. Ces jeunes sont en fait les petits-enfants du Che. Mais en sont-ils vraiment les héritiers? Ici, on aime les vêtements de marque. Être à la mode, quoi. Si tu portes de la marque, t'es dans le coup. Sinon, t'es has-been. On adore aussi les téléphones portables, les clés USB, tu vois. Ici, avoir 20 ans, c'est avoir envie de flamber un peu, avoir des trucs qui viennent de sortir. Un peu comme dans les autres pays. À votre avis, qu'est-ce qui vous manque le plus? Non, on veut pas parler de ça. Non, vaut mieux pas parler de ça. Non, on veut pas parler de ça. On est là pour s'amuser. On veut pas critiquer. Ouais, le système. Mais je ne parle pas de politique, là. Ce que je dis, qu'est-ce que vous aimeriez avoir et que vous ne pouvez pas avoir? Je ne sais pas, moi. Comme aller à la plage, avoir votre propre maison, votre propre voiture. Ce qui nous manque le plus.
Internet. Ouais, c'est ça qui nous manque le plus. C'est Internet. Et pouvoir jouer à FIFA 2012. Comme tout le monde. Notre fixeur est cubain, donc prudent. Pourtant, cette fois-ci, il insiste. Et comme ces jeunes connaissent parfaitement les lignes rouges, un dialogue codé s'engage. En filigrane, au travers des refus ou des rires, il révèle les opinions de chacun. Les élections approchent, vous allez voter? Évidemment. En tout cas, ça vous fait rire. On peut savoir ce qui vous fait rire autant? À cause de la question. Ici, la question n'est pas de savoir si on a envie de voter ou pas. On est obligé. Même si tu ne votes pour personne, tu ne te poses pas la question de savoir si tu as envie de voter ou pas, tu dois y aller. C'est obligatoire, voilà. Peut-être que ce qui manque le plus à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est la liberté d'expression. Pouvoir nous exprimer, et pas seulement sur le thème de la sexualité, mais aussi sur le thème de la politique, de la religion, de la culture, sur tous les sujets de la vie humaine. Pouvoir nous exprimer librement sans qu'on nous opprime. Il fallait que quelqu'un s'intéresse à ce pays, à nous, la jeunesse, et à tout ce qui se passe en général. Quelqu'un qui puisse raconter ce qui est en train de se passer ici. Quelqu'un qui ne juge pas, qui dise la vérité sur Cuba. Et alors, c'est quoi la vérité sur Cuba? Putain, ça va pas de me poser cette question. Putain, mais t'es fou. Me pose pas cette question. On n'a dit pas de politique. C'est la vérité qui fait peur à Cuba. On en restera là. Au-delà, nos interlocuteurs prendraient trop de risques. À Cuba aujourd'hui, dur d'être Guevara. Cette nuit, c'est décidé, je pars. Après 3 jours de perfusion d'eau salée, j'ai les veines en charpie. Et comme je ne bois ni ne mange rien depuis 3 jours, la production s'inquiète et m'envoie une ambulance de la Havane. Le voyage s'annonce mouvementé. D'abord l'ambulance. C'est une vieille guimbarde brésilienne des années 50, sans climatisation ni amortisseur. Et puis 6 heures de route ponctuées d'arrêts fréquents pour charger un maximum d'autostoppeurs qui posent leurs gros sacs jusque sur mon brancard. Finalement, l'ambulance me dépose saine et sauve au milieu de la nuit à l'hôpital Sierra Garcia de la Havane, réservé aux étrangers et aux dirigeants du parti, disent les mauvaises langues. C'est le meilleur hôpital de l'île, c'est du moins ce qu'annonce son site internet. La Clínica Central Sierra Garcia brinda servicios especializados con las comodidades y el confort que caracterizan a las modernas instituciones médicas de su tipo. Para ello, tout a été arrangé à l'avance. Une chambre m'attend. Mais une fois dans la chambre, surprise. On exige un dépôt de 1000 cucs, presque 800 €, et en liquide encore. Problème, je n'ai que 300 cucs sur moi. Je les propose. Mais comme dans les histoires qu'on raconte sur le système de santé américain, on me répond « c'est non, pas d'argent, pas de soins ». Alors en pleine nuit, le médecin du Sierra Garcia m'envoie vers la clinique del 26, l'hôpital pour les étrangers sans moyens, me dit-il. Refusé chez les riches, je pars chez les pauvres. Quand j'arrive à la clinique del 26, il est 3 heures du matin. C'est un cauchemar. L'infirmière utilise une lame de rasoir pour me faire une glycémie. Comme les toilettes sont bouchées et débordent, on me propose un seau à utiliser dans le coin de la pièce. Je suis allongée sur une bâche plastique, à l'hygiène douteuse,
dans une salle commune sans climatisation. Il fait 40 degrés et les patients refoulés de l'hôpital qui accueille les malades de la dengue débarquent autour de moi. Je peux voir les moustiques sortir de leurs sacs. Je voulais incorporer à mon film une séquence sur la qualité du système de santé cubain. Je ne pouvais pas mieux tomber pour me faire une opinion et juger de la pertinence de ces témoignages d'usagers en colère qui circulent sur Internet. En Cuba, después de 40 años de revolución, esta es la verdad sobre la salud. Vas a un hospital y para ingresar tienes que llevar la sábana, la toalla, la funda, el jabón, un cubo para bañarte y muchas veces no hay agua. Yo sufrí una hemorragia, 6 horas de operada. Me la tuvieron que contener con mi propia toalla. Y es que en Cuba hay 2 sistemas de salud. El de los pobres, donde todo escasea, y el turismo de salud para los extranjeros que pagan en dólares, donde no falta nada. ¿Qué te parece, mi hermano? ¿Es eso justicia social? Il est 4 heures du matin, je m'enfuis pour me réfugier à l'hôtel. Plus question de récupérer un peu d'énergie pour finir le tournage. Cela fait 4 jours que je n'ai rien bu ni rien mangé et toujours pas de médicaments. Cela devient dangereux pour moi, je rentre à Paris. Le caméraman finira le tournage sans moi. Après avoir accompagné Léa à l'avion, retour vers la Havane. Avec presque 4 millions d'habitants, la ville est devenue la plus grande agglomération des Caraïbes. Son centre historique est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais derrière les façades bigarrées, l'état des lieux est désastreux. La crise du logement est dramatique. L'eau courante, un luxe. Les coupures d'électricité sont quotidiennes. Les rues sont souvent défoncées. Quand tout dépend de l'État, même le gâteau de mariage était, dit-on, payé par le Trésor public, vers qui se tourner en cas de fuite ou d'effondrement du plafond? À Cuba, le sésame socialiste tient en 3 lettres. CDR, Comité de défense de la Révolution. À La Havane, chaque rue a le sien. Créés dès les premiers jours de la Révolution, les CDR étaient officiellement chargés d'empêcher les sabotages. Aujourd'hui, ce sont des milices de services publics qui surveillent la population. Nancy est présidente du CDR numéro 8 de la zone 36. Chaque année, depuis 16 ans, ses voisins la proposent et le parti dispose. Sans surprise, puisque c'est la seule candidate. Nancy règne ainsi sur 3 immeubles. Les problèmes habituels concernent les conditions de logement, la qualité de vie ou des problèmes au travail. Par exemple, si jamais ils ont besoin d'une carte de recommandation, le CDR peut faire un rapport sur le comportement de la personne dans son quartier et fournit cette carte quand c'est nécessaire. Ce rapport, Nancy le transmet tous les soirs au ministère de l'Intérieur. Il peut être positif et appuyer une demande d'augmentation de salaire, par exemple, ou négatif et dénoncer des propos anti-révolutionnaires, des mauvaises fréquentations ou une moralité douteuse. Mais parfois, comme sur cette vidéo publiée sur Internet, la compétence des présidents de CDR va plus loin. Ils font la police eux-mêmes. Cette scène se déroule en décembre 2011.
Interdit par le pouvoir, Gorky, le chef du groupe Porno para Ricardo, décide alors d'organiser un concert sur son balcon. Mais à peine a-t-il entamé le premier morceau que le président du CDR de l'immeuble coupe l'électricité. ¡Quitaron la luz! ¡Nos quitaron la luz! ¡Libertad! ¡Libertad! Tú dices que te prestaste para eso, ¿no? No me presté para eso. Tú eres tremendo chivatón. No, estoy tremendo chivatón. Eres tremendo chivatón. Dame, tío, para todo. Dame golpe, dame. No, darte golpe no, yo no te dame, dame, yo no quiero que tú me des. Mira. Cuidado. Te prestaste para eso. Cuidado con eso. ¿Quién eres tú para quitar un catado a mi casa? Mira a ver si yo le he quitado. ¿Está quitado? Tú voy a ver si está quitado. No, ahora lo he quitado. Lo estoy haciendo en mi casa, y me están quitando la luz en mi casa. Mi casa es ahí arriba, ¿quién me la quita? ¡Los revolucionarios! ¿Qué revolucionario? ¡Esto es Fidel! ¡No eres revolucionario! ¡Tú eres un chivatón, es lo que tú eres! ¡Yo soy un chivatón! Aquí nadie quiere el comunismo viejo. Y tú estás aquí por gusto. Tú eres equivocado. Y tienes que meterte en tu casa. Tú haces eso en tu casa. ¡Libertad de expresión! ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! ¡Libertad de expresión! ¡Viva Fidel! ¡Libertad! ¡Viva Raúl! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Maricón, el pueblo de tu madre! ¡La calle de los revolucionarios! No, la calle de todos los cubanos. ¡La calle es mía! La calle de todos los cubanos. Sube, sube. Première braise d'une contestation qui vient. Dernier feu d'un système épuisé. Pour en avoir le cœur net, changement de décor. Nous sommes ici dans une vitrine du régime. La fabrique des fameux cigares cubains, les meilleurs du monde. C'est le passage obligé de tous les touristes. Il y a d'abord le côté jardin, ces images qui entretiennent la légende et bien sûr le commerce, ses produits et ses savoir-faire étalés devant des touristes émerveillés, à juste raison. Et puis il y a le côté court, l'usine de tabac de la Coruña. Elle se visite aussi, mais elle montre autre chose. Il est 10h et comme chaque matin, Dali fait une lecture collective du quotidien officiel du régime. Bueno, ya cuento con el periódico Granma, por lo tanto vamos a conocer del acontecer internacional y nacional. 17 ans que Dali lit cette prose. 17 années qu'elle s'applique à transmettre aux ouvriers la meilleure façon de penser. Bueno, comienzo con las noticias del acontecer internacional más importantes del día de hoy. Policía de Nueva York reprime a manifestantes de Ocupa Wall Street. Los manifestantes planificaban formar una muralla humana alrededor de la Bolsa de Nueva York para protestar por el sistema económico injusto que beneficia a los ricos y a las corporaciones a expensas de los ciudadanos de menores ingresos. Le programme de la journée est immuable. 8 heures, conseils pour la famille, articles éducatifs, psychologie, sexualité. 10 heures donc, Gramma. 13 heures, roman. Il y a eu Monte Cristo, Roméo et Juliette. Tellement rabâché que ça a fini par donner les cigares du même nom, consommés par les patrons du CAC 40. Nous sommes 600 travailleurs. Il y a des haut-parleurs un peu partout dans le bâtiment. Et on écoute la lecture dans toute l'entreprise. Interdit, bien sûr, de demander aux ouvriers ce qu'ils pensent du prof. Et encore moins de la méthode. Piqué au vif, nous avons voulu en savoir plus sur Granma. Et c'est comme cela que nous sommes tombés sur Jean-Guy Allard. Ce Québécois d'origine a pris sa retraite à Cuba il y a 12 ans. Et depuis, il écrit des tribunes enflammées
dans le quotidien officiel. Virtuose de la langue de bois, espèce rare de communisme tropical, parler avec Jean-Guy Allard, c'est un peu comme visiter le musée de la guerre froide. On ne peut pas faire de comparaisons boiteuses avec des presses de pays prospères où l'argent coule à flot et puis où on peut se permettre des incartades, on peut se permettre une presse que je dirais de luxe qui se permet tout ce qu'elle veut ou presque. Dans une situation politique comme celle de Cuba à l'heure actuelle, il est impensable d'avoir une presse, entre guillemets, libérale qui écrirait, qui publierait des informations qui seraient évidemment immédiatement récupérées par les États-Unis pour causer des torts à Cuba. Réelles sur le plan économique, les réformes sont pour le moment inexistantes sur le plan politique. Et quand subsistent de tels propos, comment parler de démocratie? Maintenant que nos rushs sont à l'abri, Frédéric le caméraman peut lancer sans risque les demandes d'entretien avec les figures du régime. Avec Mariela Castro notamment, la fille de Raoul. Mais pas de réponse. Quant à moi, impossible d'obtenir un rendez-vous avec Fidel ou Raoul Castro. Impossible même d'obtenir un visa pour Cuba. Depuis le portrait de Fidel que j'ai réalisé pour Arte en 2001, on m'a fait comprendre que j'y étais indésirable. Alors, pour obtenir des réponses libres à ces questions, on devra une fois encore aller ailleurs. En 2001, c'était Miami. En 2013, ce sera l'Europe. Sur 11 millions de Cubains, 2,8 millions, un quart de la population vit à l'étranger. C'est l'une des diasporas les plus importantes du monde. Dispersés à Miami et en Europe principalement, ces exilés financent chaque mois les familles restées au pays. Ils discutent ferme avec les administrations des États démocratiques pour faire pression sur le régime. On dit même qu'ils ont les clés de la transition cubaine dans leurs mains. L'Espagne, ancien colonisateur de Cuba, est une destination habituelle des exilés. C'est pour cette raison que le gouvernement précédent de José Luis Zapatero a été sollicité afin de trouver une issue entre le régime et ses dissidents. Nous sommes alors en 2010. Raúl Castro libère 75 prisonniers politiques, condamnés 7 ans plus tôt, au cours du Printemps noir. Puis il demande à Zapatero de les accueillir à Madrid. C'est le cardinal Ortega, archevêque de la Havane, qui sert d'intermédiaire sur place. Julio César Galvez était l'un d'entre eux. Après une longue carrière à la télévision et à la radio cubaine, Galvez est viré en 2001, entre autres, pour avoir été en relation avec une organisation syndicale non reconnue par le régime. Il travaille alors pour des publications étrangères et en 2003, il est arrêté et condamné à 15 ans de prison. Quelle ligne rouge vous avez franchie? C'est comme un message subliminal qui vous est envoyé. En règle générale, c'est difficile à interpréter pour la majorité de la population cubaine. Et comment les journalistes reconnaissent les lignes rouges et qu'ils ne doivent pas, disons, transgresser? Il y a un moment où toi-même tu te dis « ça, je ne peux pas dire ça ». Récemment, c'est ce qui vient d'arriver à un journaliste du quotidien officiel Granma de la province de Santiago de Cuba. Il vient d'être condamné pour avoir écrit un article sur la construction d'un aqueduc où il y avait eu des malversations. Il a été accusé d'être un espion. Et il a écopé de 14 ans de prison. Dans ce cas, par exemple, toi, tu sais que c'est une information vraie, mais tu ne peux pas le dire parce que tu es coincé, parce que tu as une famille qu'il faut bien nourrir. Parfois, tu as des enfants en bas âge. Alors tu es fait comme un rat. Ils vous ont mis en prison en mars 2003. Quel était le motif de votre emprisonnement?
Eh bien, tout simplement, à Cuba, il existe un décret-loi, le décret-loi 1908. Et ce décret-loi s'intitule « Pour la sauvegarde de l'économie et pour la défense de la sécurité de l'île de Cuba ». Quand il l'utilise, ce simple décret-loi peut vous valoir une condamnation de 3 ans à 20 ans de prison. Et qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire, et ici je vais me permettre d'utiliser les mots de Fidel Castro en 1966, quand il a déclaré la chose suivante devant le premier congrès des intellectuels cubains. Fidel a dit « Tout pour la révolution, rien contre la révolution ». Alors vous êtes condamné à 15 ans de prison. 15 años de cárcel. Et comment se comportent les gardes avec vous en prison? Au début, j'étais seul, dans une cellule, sans fenêtre. Les barreaux de la porte étaient recouverts d'une planche d'acier. J'y ai passé près d'1 mois sans pouvoir faire la différence entre le jour et la nuit. La seule façon que j'avais de le savoir, c'était grâce à ce qu'on appelle la patera, un petit espace au bas de la porte de la cellule par lequel on nous glisse le plateau de nourriture. Et par là, je pouvais voir l'éclat du jour, à 4 mètres de distance, voir s'il faisait nuit ou pas. Mais jamais de lumière électrique. Quant à l'eau potable, on ne nous donnait d'eau potable qu'1 à 2 fois par semaine. Alors vous racontez qu'on vous enlève le matelas à 6 heures du matin pour vous le rendre que 12 heures plus tard. Oui, ce sont des méthodes qu'ils utilisent pour te rendre mentalement instable, pour te rendre fou. Depuis plus de 2 ans, 3 ans, disons, que vous êtes ici en Espagne. 28 mois exactement. Vous êtes un homme complètement différent, différent de celui que vous étiez à Cuba. À 50%, je suis différent, oui. Pourquoi à 50%? Parce que je vis dans un pays démocratique. Vous savez, c'est difficile de s'habituer complètement au changement. On ignore les façons de faire, on ressent des choses comme des coups dans la tête. Mais je tiens à souligner, et c'est important, que le peuple espagnol nous a reçus à bras ouverts. Et quelles que soient les sensibilités politiques. J'ai des amis de gauche ici. Et c'est très différent de Cuba, là où je suis né. Là-bas, les gens de gauche, ils te critiquent et ils veulent te tuer. Ici, ils s'assoient à table, discutent, parlent avec toi de politique, souvent. Ils sont même d'accord avec toi. Merci beaucoup. Parmi les opposants réprimés au cours de ce printemps noir de 2003, des journalistes donc, des intellectuels, mais pas de prêtres. Pas de prêtres comme ceux que Fidel a enfermés dans des camps de travail dans les années 60. Depuis la chute du mur et surtout la visite du pape Jean-Paul II en 1998, cette époque est révolue. Les Castro ont trop besoin de l'Église pour devenir présentables. Là, en revanche, où les Castro n'ont pas baissé la garde, c'est avec les chrétiens, et plus précisément avec les chrétiens engagés dans l'action politique, comme Régis Iglesias par exemple. Iglesias, c'est porte-parole du mouvement Chrétien Libération. Il est surtout militant du projet Varela, du nom de ce prêtre qui, au XIXe siècle, a lutté pour l'indépendance de Cuba. Arrêté comme Julio César Galvez au cours du Printemps Noir, Iglesias est condamné à 18 ans de prison, puis expédié à Madrid. La plupart des exilés qui l'accompagnent en 2010 étaient membres du projet Varela.
Pourquoi ce projet Varela faisait-il si peur au régime? Parce que pour la première fois, nous avons fait bouger les choses. Car en accord avec les lois cubaines, si 10 000 citoyens appuient une initiative de loi, cette loi devient légitime. C'est ce que dit la loi cubaine elle-même. Or, nous avons d'abord recueilli 11 020 signatures. Et dans un second temps, alors que nous étions déjà en prison, nous en avons présenté 14 384 de plus. Ce qui signifie que plus de 25 000 Cubains ont réclamé qu'un référendum soit organisé. Ils attendent toujours. Ce qui est dangereux pour le système, dans le projet Varela, c'est que pour la première fois, les Cubains ont pu voter ni pour s'enfuir du pays, ni pour soutenir le régime tyrannique, mais pour réclamer leurs droits. Alors, depuis que vous êtes ici, vous êtes extrêmement attentif à ce qui se passe là-bas, à Cuba. Par exemple, vous faites remarquer que l'Église dépend encore complètement du bureau des affaires religieuses du Parti communiste cubain. Ce bureau est celui qui décide si un curé est autorisé, par exemple, à voyager, ou bien à s'acheter une voiture. Comment c'est possible d'assumer un tel rôle d'intermédiaire quand on est dans une telle dépendance? C'est tout le dilemme de l'Église cubaine. Elle peut maintenant construire un séminaire, mais pour ce qui est de décider qui sont les professeurs qui vont y enseigner, c'est le bureau des affaires religieuses du Parti communiste qui a le dernier mot. C'est ce même bureau qui décide si une procession est autorisée, si des nonnes de la charité sont autorisées à entrer à Cuba, si l'évêque de Prague est autorisé à venir faire une visite pastorale, ou même si n'importe quel prêtre étranger peut se rendre sur l'île. À Cuba, tant que la décision finale restera entre les mains du bureau des affaires religieuses, la liberté religieuse n'existera pas. Que pensez-vous des gens qui disent que Fidel, au fond, est catholique? Qu'il soit ou non catholique, cela regarde sa conscience, sa propre foi. C'est son affaire. Et vous savez, il y a des catholiques comme le cardinal de Richelieu et d'autres comme Mère Teresa de Calcutta. Si Fidel se considère comme catholique, alors les prêtres de notre Église ont beaucoup de boulot devant eux. Quand Fidel Castro va mourir, vous pensez qu'on organisera une messe à la cathédrale de la Havane? Je pense que oui, une messe sera dite, si c'est son souhait. À la cathédrale ou dans la paroisse proche de là où il vit, s'il en a laissé une debout. Une fois cet entretien terminé, Régis Iglesias nous a demandé une faveur. Pouvoir ajouter ceci. Quand j'ai été arrêté en 2003, je me souviens des paroles de l'instructeur qui me menaçait et cherchait à m'impressionner. Il me disait « On peut se débarrasser de toi ici comme à Madrid ou à Miami. S'ils ont l'intention d'en finir avec moi à Madrid, à Rome, ou à Berlin ou à Miami, alors je veux leur faciliter la tâche et leur demander de me laisser revenir à la Havane et de me tuer là-bas. Je compte en effet retourner à Cuba pour aider à un changement pacifique, un changement en faveur de la transition et du dialogue, pour la réconciliation et pour les droits de tous les Cubains, même pour ceux qui veulent en finir avec nous, et même pour ceux qui ont assassiné beaucoup d'entre nous. Mardi soir, dans le quartier chaud de Madrid, au coin de ces rues, la Negra Tomasa est un point de rendez-vous pour tous les exilés.
Une façon d'être à Cuba sans y être. À partir de jeudi, c'est noir de monde. Et si on n'a pas réservé à l'avance, il faut jouer des coudes pour danser. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Pour les exilés, soigner le mal du pays devient difficile. Avec la crise, en Espagne comme ailleurs, on est moins généreux. Alors, en attendant de rentrer sur leur île, beaucoup de ces Cubains lorgnent vers l'Amérique. À Paris, autre point de chute des exilés cubains. Le problème est moins sensible. C'est une autre vague qui est venue s'échouer sur les rives de la Seine. Les exilés ont commencé à débarquer ici dès les années 60. Ils ont eu le temps de prendre racine. C'est le cas d'Eduardo Manet, romancier, metteur en scène. Il a fui la Havane en 1968. Depuis, il a reçu le prix Interallié pour Rhapsodie cubaine et publié Mes années Cuba. Nommé responsable du Centre dramatique cubain en 1962, Manet était un proche des frères Castro. Il les a connus dès les années 40, à l'université de Santiago de Cuba. Et il a tout de suite perçu que Fidel était l'homme fort. C'est Fidel qui décide, mais comme Fidel est très très diminué et Raoul a le pouvoir maintenant, le pouvoir absolu parce qu'il a l'armée, il est le chef de l'armée, le chef de la police de tous les jours et de la police aussi des investigations, les renseignements, etc. Il y a une grande différence entre lui et Fidel, c'est que Fidel a les caractéristiques du Galicien pur et dur, comme Franco, etc., qu'il est très peu cubain au fond. Et Raoul, c'est le contraire. C'est le véritable Cubain qui aime la musique, etc., mais surtout qui a un sens de la réalité et pragmatisme ou opportunisme. Oui. Et je crois que ça fait que se rend compte qu'il y a des changements, qu'il y a des vieux dictateurs qui tombent, les uns derrière les autres. Je crois qu'il va faire ce qu'ils sont en train de faire les Chinois. Un régime plutôt totalitaire sur le plan politique, mais libéral sur le plan économique. Exact. Est-ce que vous pensez qu'après tant d'années de dictature à Cuba, les Cubains sont encore prêts pour la démocratie? Qu'est-ce que c'est la démocratie? C'est la possibilité de faire des élections libres, sinon quoi d'autre? Oui. Si ça s'est fait, à mon avis, ça se fera d'une manière toute très simple, puis après, il y aura une démocratie style cubain aussi, qui comme ce que je connaissais avant. C'est un mot intraduisible qui s'appelle el relajo à Cuba. El relajo, c'est se relaxer un petit peu. Et ça, c'était avant, c'était ça. Les Noirs ou les Blancs qui travaillaient beaucoup, à un moment donné, c'était quoi? C'était arrivé le samedi soir, arrivé le moment de la détente, le relajo, il fallait boire, manger, faire l'amour, surtout, très important. Est-ce que le régime, à votre avis, peut survivre à la mort de Fidel Castro? Ça va dépendre beaucoup des Cubains américains. C'est ça. Pour moi, c'est un tango, un passo doble. C'est quelque chose qui se fait à deux. C'est pour cela que je dis... Quand vous dites des Cubains américains? Des Cubains américains c'est eux qui ont imposé l'embargo et qui continuent à l'imposer, mais qu'il y a déjà un grand nombre de Cubains américains, parfois très riches même, et même là, qui commencent à se dire ça suffit et il faut établir. Et il y a des liaisons qui se font de manière que les choses se passent en douceur et que puis à un moment donné, on puisse arriver à ce que tout le monde désire. Moi, pour commencer, c'est un État démocratique avec tout ce que cela comporte, des élections libres. Voilà, et peut-être c'est la fille
des fidèles de Raoul qui sera élu, parce qu'il a tellement de popularité parmi les jeunes et les jeunes homosexuels que ça risque. À la limite, elle pourrait avoir... Quelle histoire! Si la fille de Raúl Castro, qui est la figure emblématique des homosexuels cubains, qui était élu, succédé à Fidel Castro, quelle histoire! C'est une belle histoire, hein. Je voterai pour elle même. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Manet est un poète qui, après avoir écrit des romans de combat pour chasser les tyrans, parie pour une transition en douceur. À Cuba, comment lui en vouloir de rêver? Encore prêt pour la démocratie. Ce n'est pas le cas de tous les Cubains à Paris, loin de là. Nous en avons rencontré certains, dans un endroit connu de tous les hispanophones, la Maison de l'Amérique latine. Hier, point de ralliement des soutiens à la Révolution, c'est aujourd'hui le rendez-vous de tous les exilés cubains. Zoé Valdés est une opposante résolue. Elle est connue pour son franc-parler. Ses adversaires diraient pour ses colères. Sommée par son directeur d'école de dire si elle préfère être la fille de Dieu ou celle de Fidel, Zoé Valdés, paniquée, ne choisit pas. Elle répond les deux et obtient in extremis son foulard de pionnière. Mais comme l'habit à Cuba ne fait pas le militant, quand Zoé Valdés devient plus tard directrice d'une revue de cinéma, elle résiste aux pressions et se consume. Constamment censurée par le parti, elle finira elle aussi par boucler ses valises. Pour Paris. On est en 1995. Vous n'êtes en France que depuis 3 mois environ, et Fidel Castro atterrit à Paris en mars de la même année. Lorsque vous revoyez ces images de l'accueil qui lui est réservé, ici, à Paris, avec fanfare, tapis rouge, qu'est-ce que vous vous dites? La première chose qui m'est arrivée, c'est qu'on m'a dit que je ne pouvais plus sortir pendant une semaine de chez moi. Qui vous a dit ça? Une personne qui est venue pour me dire « vous ne sortez pas de la maison » parce Une personne qui est officielle française? Une personne officielle qui est venue pour me dire « il y a des menaces sur vous ». Et il est venu me dire, le ministre des Affaires étrangères m'a demandé de te faire sortir d'ici, le ministre des Affaires étrangères cubain, et de te renvoyer d'ici. Je dis, mais on est en France, on n'est pas à Cuba. Qui vous paye les loyers? C'est eux ou c'est moi? Et quand vous voyez ça, Daniel Mitterrand, à ce moment-là, est-ce que vous prenez ces prises de position pour quelque chose d'anecdotique, comme sans importance, ou bien au contraire, vous estimez qu'il complique la vie de tous ceux qui veulent changer les choses à Cuba? Ça me fait beaucoup de mal parce que je vais vous dire, Mme Mitterrand a été l'intermédiaire entre plusieurs prisonniers politiques et Castro. Donc elle a quand même fait des choses pour les prisonniers politiques cubains. Quand vous entendez parfois ici ceux qui... revendiquant l'idée communiste, disent « Ah ben oui, il y a ce qui s'est passé dans les pays communistes, mais c'est c'est pas le vrai communisme. Mais nous restons communistes. » Qu'est-ce que ça vous inspire, ça? Il y a des gens aussi qui disent que le fascisme n'a pas existé, que ce qu'on a vécu, c'est pas vrai, que ce qui ont vécu les Juifs, c'est pas vrai. Il y a des gens qui sont négationnistes. Donc vous les comparez, vous pensez que c'est la même chose? Je pense que... Attendez, Staline... a tué quand même Non, je parle, j'ai compris. Les victimes, on a des millions. Bien sûr, non, c'est pas ça que je dis. Vous comparez les deux comportements. Les deux comportements sont pour moi exactement pareils. Oui. Mais on ne les affronte pas de la même façon. C'est-à-dire on n'accepte pas qu'on dise... qu'on soit négationniste de ce qui s'est passé avec le fascisme. Par contre, avec le communisme, vraiment, il y a des gens qui toujours croient, qui toujours défendent la chose, que ça passe normalement. On a compris que vous suivez de très près tout ce qui se passe dans votre pays. D'ailleurs, dans la fiction Fidèle, vous décrivez la transition comme ça. Après l'effondrement du tyran, les successeurs, vous mettez des guillemets, ils se disputeront aussi pour éliminer Raúl Castro, le successeur désigné par son frère. Ça, c'est la romancière qui parle ou c'est l'observatrice de la vie politique cubaine? Non, c'est l'observatrice. J'ai connu Raúl Castro. Raúl Castro, c'est quelqu'un qui est vraiment
avec des ficelles comme ça parce qu'il n'a pas le courage. À côté de son frère, on dit un merolico en espagnol, c'est-à-dire un petit marchand. Un petit marchand. Vous dites de cette espèce de situation, la manière dont le pouvoir est disputé, cette espèce de chose pas très civilisée, que du coup le prix à payer sera élevé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je crois que les séquelles du castrisme, ça va être terrible. Parce qu'on ne pourra pas bien définir ce qui est vraiment l'homme nouveau du Che Guevara, qui était très semblable à l'homme nouveau de Hitler. Et on ne sait pas encore, il l'a décrit dans son livre, parce qu'il ne faut pas, il faut lire le Che Guevara, il faut lire L'homme, le socialisme à Cuba, il faut lire ce qu'il disait le Che Guevara. C'était horrible, c'était chose épouvantable, c'était un fasciste, Che Guevara. Donc, cet homme nouveau, il commence à être réel aujourd'hui. Et c'est vraiment, c'est un produit monstrueux. Et c'est un produit monstrueux parce que c'est un homme qui ne veut pas travailler, qui ne sait pas travailler, qui ne s'intéresse pas au travail, qui veut vivre comme ça, sans le devoir d'un citoyen, qui ne sait pas qu'est-ce que c'est être un citoyen, qui n'a pas l'orgueil d'être cubain, parce que ça ne veut rien dire. C'est une horreur être cubain, il veut être étranger. Il y a même une blague qui dit de Pepito, Pepito c'est le personnage cubain de toutes les blagues. Qu'est-ce que tu veux devenir quand tu sois grand? Il dit étranger, touriste. Mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Comment on peut s'être trompé ou se tromper à ce point? Ça fait peur, moi, je crois qu'il ne faut pas me croire à moi. Seulement, il faut croire aux victimes. Il y a les familles de ces victimes, les gens qui ont perdu. Bien. Mais justement, la fiction, vous avez dit une fiction fidèle, il y a une fiction de Che. Oui. Comment la fiction de Che a pu prendre le pas à ce point sur la réalité? Moi, quand je vois un jeune avec une chemise avec les Che, je suis tellement désolée pour ces gens-là, parce que parfois, ils ne connaissent pas. Je demandais parfois dans la rue, ils disent... Ah, c'est quelqu'un qui a voulu être, qui était un musicien, donc ils ne savent pas, parfois, et parfois c'est encore pire, parce qu'ils le savent. Et ils le savent à moitié parfois, mais c'est terrible, mais on vit dans un monde qui est comme ça. Merci Zoé Valdés, merci. Merci beaucoup. Entre cette vision noire de Zoé Valdés et la vision cool d'Eduardo Manet qui croire. Si c'est le cœur qui parle, on choisit sans hésiter le relajo de Manet plutôt que le chaos de Valdés. Mais après 55 ans de castrisme, ce pronostic serait risqué. Alors, pour arbitrer entre ces deux visions, il faut parler bilan. Et pour parler bilan, parole à l'historien. Pierre Rigoulot est directeur de l'Institut d'histoire sociale à Nanterre. Il a publié Coucher de soleil sur la Havane, ainsi que des entretiens avec des opposants dans la revue de politique internationale. Nous l'avons rencontré à la Maison de l'Amérique latine, à l'occasion de l'exposition consacrée au grand photographe d'origine cubaine, Jesse Fernandez. Du temps de Batista, le dictateur contre lequel les Castro ont fait la révolution, Cuba occupait le 3e rang en Amérique latine pour le produit national brut par habitant. 55 ans plus tard, Cuba est passé du 3e au 15e rang. Alors que les Cubains ont été invités à voter, quoi de plus accablant pour le régime? Cuba est actuellement à un tournant. Alors, parlons bilan, justement. Depuis 1959, plus de 100 000 Cubains auraient connu les camps ou les prisons, et 15 000 à 17 000 personnes auraient été fusillées. Là, il y a vraiment des chiffres bruts. Oui. Le régime de Castro a été un régime terrible. La dictature de Batista, on l'appelle la dicta blanda, c'est-à-dire une dictature molle. La dictature de Fidel n'est pas une dictature molle. Alors pendant longtemps, les inconditionnels du castrisme ont opposé à ces horreurs quand même, qui ont été
à cette période les acquis du castrisme. Et avec l'éducation, la santé, par exemple, a longtemps été la Libye du régime, le secteur qui symbolisait sa réussite. Or, en juillet 2012, d'après le ministère de la Santé cubain, on recensait 158 cas de choléra. Alors, même la santé, ça fout le camp aujourd'hui à Cuba? De quoi, au fond, peut être fier le gouvernement cubain quand il parle de la santé? Pourquoi parle-t-on de la santé? Ces médecins. Les médecins, exactement. Ces médecins. Il faut savoir qu'à Cuba, il y a 2 fois plus de médecins par habitant qu'au Danemark. Ouais. C'est absolument extraordinaire. Quand on sait que les Cubains manquent de beaucoup de choses, et en particulier de médicaments, ces médecins, c'est une arme du castrisme. On utilise ces médecins comme vitrine et comme monnaie d'échange. Comme monnaie d'échange pour payer, par exemple, le pétrole au Venezuela. Au Venezuela, c'est dingue, on envoie environ 25 à 30 000 médecins. Et ces gens-là permettent de payer le pétrole que leur vend Chavez moins cher que sur le marché. C'est-à-dire qu'il leur offre 90 000 barils par jour. Je crois qu'il y a même 100 000 barils par jour. Et ils en payent aux 2 tiers, à peu près. C'est cela. Le tourisme rapporte 2,4 milliards à l'État cubain. Mais ce troc pétrole contre personnel, contre spécialistes, contre médecins en particulier, c'est 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. C'est-à-dire, c'est la première source, le premier poste financièrement. C'est incroyable ce que vous racontez. Pour le budget. Vous parliez tout à l'heure de cet exode. Le chiffre que vous citiez, que je citais, qui était 36 000 par an, c'est une forme de bilan, évidemment. C'est un bilan assez terrifiant. 50 ans plus tard, car la révolution cubaine a déjà 53 ans, que des gens partent encore en grand nombre, ça signe l'échec du socialisme castriste. Économiquement, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu une évolution notable depuis quelques années. D'abord, Raúl Castro, le frère donc, de Fidel, l'a dit lui-même, le système doit, entre guillemets, doit changer pour ne pas couler. Ça ressemble à du Gorbatchev presque dans le texte, ça. Oui. Hein? Bien sûr, il s'agit que les choses changent pour qu'au fond elles ne changent pas. Oui, c'est ça. Hein, voilà. Je me souviens aussi que Raúl Castro avait déclaré devant le Congrès que, au fond, il n'avait pas été élu. Je mettrai des guillemets évidemment à élu. Il n'avait pas été élu pour rétablir le capitalisme, il avait été élu pour défendre, pour protéger, pour améliorer, perfectionner, disait-il, le socialisme. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'efficacité de ces 300 réformes? J'allais dire dans cette enrichissez-vous, un peu à la sauce cubaine. Vous croyez qu'ils vont aller loin là-dedans? Eh bien, ils sont déjà allés assez loin. Les Cubains ont annoncé qu'ils voulaient retirer du secteur public près de 500 000 personnes. Est-ce que c'est sérieux? Et si c'est sérieux, est-ce que ça ne va pas mettre à bas le système tout entier? C'est là qu'on doit faire attention à la manière dont tout cela est organisé. Qui est à la tête de l'économie? Qui organise l'économie et qui se trouve également à la tête de la direction, à la tête de l'État? C'est l'armée. Vous n'y croyez pas, ça, printemps cubain? Il peut y avoir des mouvements importants et des mouvements de foule. Ça, je le crois. Mais pour cela, et ça, j'en suis persuadé, il faut que la figure tutélaire de Fidel Castro disparaisse. Ouais. On a le sentiment quand même que c'est un pays épuisé. C'est un pays épuisé. Voilà. Absolument. Un pays épuisé, un pays exsangue. Et alors, ce coucher de soleil sur Cuba, c'est pour quand, d'après vous? Oui, ça. Il ne cesse de se coucher, ce soleil. J'ai l'impression. Hein. Merci, Pierre Rigoulot. Le temps est suspendu à Cuba. Et Cuba n'en finit pas d'attendre que le soleil se couche sur 55 années de galère. Mais combien de temps encore
Les Cubains devront-ils patienter pour que le jour se lève sur un autre monde de liberté, de démocratie, sur une autre vie? A cantarle a Doña Rosa Victoria, a Doña Rosa Victoria, en esa tierra bendita con aroma. Mi son no tiene rival, ni la mujer su hermosura, si no mueve tu cintura hacia la gente bailar. Es una combinación con su manera de actuar. Si no mueve tu cintura, el son pierde su rival.